Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, classé à gauche. Bonjour à vous, mon cher Nicolas. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. William T, fondateur du think tank Le Millénaire, classé à droite. Bonjour à vous, bonjour. William. On va parler des Gilets jaunes. 6 ans après, peuvent-ils revenir? Nous sommes le 17 novembre. C'était le début. En 2018, si je ne m'abuse exactement, je sais compter, les Gilets jaunes qui descendaient spontanément par centaines de milliers un samedi dans la rue, sur les ronds-points pour protester contre la hausse du prix de l'essence et du diesel, contre le 80 km/h. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, les annonces de hausse de taxes se multiplient. On va parler aussi des propositions du patron du MEDEF, Patrick Martin, qui appelle au retour de l'idée de la TVA sociale. Augmenter la TVA pour tous, pour baisser les charges sur les salaires. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Vous nous direz ça. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle d'Emmanuel Macron. C'est à lire dans le Parisien aujourd'hui en France. Ça devrait beaucoup plaire à Nicolas Corato, notamment. Emmanuel Macron à la reconquête du cœur des Français. Emmanuel Macron qui laisse dire aussi ses états d'âme. Soit il se démarque de Michel Barnier, on va lui reprocher, soit il le soutient et ça, il n'en a pas envie. Est-ce qu'Emmanuel Macron a une chance de reconquérir le cœur des Français, Nicolas Corato? Mais est-ce que c'est le rôle d'un président de la République de parler au cœur des Français? Moi, je suis assez choqué par ce champ lexical d'Emmanuel Macron depuis quelques mois, qui est uniquement sur l'émotion. Je pense que les Français n'ont pas nécessairement besoin, ou plus besoin, qu'on leur dise qu'on les aime. Ça, c'est trop tard. Ça fait trop longtemps qu'on dit qu'Emmanuel Macron a du mal à dire aux Français qu'il aime les Français. On sait très bien qu'il y a une partie des Français qui pensent que Emmanuel Macron ne les aime pas, ou en tout cas qu'ils considèrent qu'ils ne font pas partie ou qu'ils ne sont pas complètement en phase avec l'idée que lui-même se fait de la France. Et donc je pense que cette rhétorique autour de l'émotion, autour du cœur, c'est pas du tout ce qu'ont envie d'entendre beaucoup de Français aujourd'hui, qui ont plutôt envie de savoir quelles sont les solutions et puis d'être rassurés sur l'avenir. William T. Je pense que le rôle du président de la République maintenant, ce n'est pas de faire des déclarations d'amour à ses compatriotes. Il aurait dû le faire dès le début de son mandat, dès le début de son premier mandat. C'est plutôt de montrer pourquoi est-ce qu'il a été un bon président, si par cas les Français ne le voient pas comme ça. Pour une simple et bonne raison, les Français vont se poser une question une fois qu'il partira. Est-ce qu'on vivait mieux avant qu'il soit président de la République, ou est-ce qu'il a, après son passage à l'Élysée? C'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que le pays est sorti renforcé de la présidence d'Emmanuel Macron, ou est-ce qu'il est sorti affaibli? Et quand on regarde, on peut certes saluer certaines réformes du président de la République. Malheureusement, lorsqu'on regarde concrètement, il va avoir un peu le même cas que Joe Biden, c'est-à-dire que sa politique macroéconomique n'était pas si mauvaise que ça, mais elle a été battue en brèche par l'inflation et par le fait qu'on a été déclassé relativement. Pour un chiffre que je prends à chaque fois et qui est simple, c'est que le PIB par habitant de la France était à peu près équivalent au 2005-2008 entre l'Union européenne et les États-Unis. Et aujourd'hui, un Américain gagne $80 000 par tête, un Français gagne $44 000. Donc on passe du simple au double, ce qui est quand même beaucoup. Donc le déclin de la France a commencé sous Nicolas Sarkozy avec la crise de 2008. Avec la crise de 2008 notamment, et surtout ça s'est accentué par François Hollande, et Emmanuel Macron n'a pas pu remédier à cette crise. L'autre point qui est important, c'est est-ce que d'un point de vue affaires internationales, parce que c'est l'autre volet qui lui reste dans la mesure où maintenant c'est plus lui qui décide des affaires nationales, est-ce qu'on est renforcé ou pas, ou est-ce qu'on n'a pas continuellement cette fait humilier sur la scène internationale? Et quand on prend les positions du président de la République, il avait commencé avec Trump revient, mais il avait commencé avec Trump et finalement Trump l'a jeté dehors, et notamment il l'avait jeté dehors avec les accords de Paris. Il avait essayé de casser le bras aux Anglais avec le Brexit, il n'a pas réussi à le faire. Il avait essayé de s'implanter au Liban, ça n'a pas marché. En Afrique, on a perdu l'ensemble de nos positions. En Asie de l'Est également. Avec la Russie, ça n'a pas marché non plus. Et au sein des instances européennes, tout le monde vous dira qui connaît la politique européenne que la voix de la France ne porte plus. Et au final, la voix de la France, surtout la voix de la France d'Emmanuel Macron, ne porte plus dans le monde. Alors ça c'est pour l'international. Revenons maintenant à la France. Vous parliez de politique économique, le retour d'un vieux serpent de mer. À lire dans le Parisien aujourd'hui en France, proposition du patron du MEDEF, Patrick Martin. La TVA sociale, c'est un bon souvenir électoral pour Nicolas Corato. Cette idée défendue par Jean-Louis Borloo avait fait perdre 100 députés à la droite en 2012. La TVA sociale, ça consisterait à augmenter d'un point la TVA pour tout le monde, tout en baissant les charges sur le salaire des actifs. C'est hautement impopulaire comme idée. Alors, c'est hautement impopulaire, ça paraît complètement anachronique dans le sens où aujourd'hui, quand même, la préoccupation principale des Français, c'est le pouvoir d'achat.
et que augmenter un point de TVA, c'est diminuer d'autant le pouvoir d'achat des Français, de manière aussi complètement inégalitaire, puisque vont être touchés les Français qui travaillent, mais ceux qui ne travaillent pas non plus, ou les plus précaires d'entre eux. Alors je sais que le président du MEDEF, ce matin, dans le Parisien, prend la précaution de dire oui, mais on exclura les produits de première nécessité. Mais enfin, on n'est jamais d'accord sur ils ont déjà pas les mêmes taux. Oui, ils ont déjà pas les mêmes taux, puis il faut bien qu'on se mette d'accord sur ce qu'est un produit de première nécessité. Oui. Mais au-delà de ça, vous l'avez noté, c'est une très vieille idée. À mon sens, une très vieille mauvaise idée, peu importe. Mais elle est très vieille. Ce que je note, c'est que le MEDEF, en 15 ans, n'a pas été capable de produire une autre nouvelle idée que celle de la TVA sociale. Alors que manifestement, il y a d'autres pistes pour désendetter le pays qui sont moins impactantes pour la consommation. Et puis il y a un moment aussi, il faut falloir que le MEDEF et le patronat nous disent en face les choses. Ils ont bénéficié de la politique de l'offre depuis plus de 15 ans. Les entreprises françaises ont été sauvées par le Covid, c'est-à-dire par la politique anti-Covid, c'est-à-dire par l'argent public, c'est-à-dire par les contribuables français. Il y a un moment où chacun doit faire un effort, y compris les entreprises, y compris le patronat, y compris les actionnaires. William T. L'idée de TVA sociale, effectivement, peut faire peur à beaucoup de personnes, mais les personnes doivent se poser la question suivante. Si par cas, on avait refusé cette idée en 2007, est-ce qu'aujourd'hui, on s'en sort mieux d'un point de vue industriel ? Le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, a mené des réformes qui allaient plutôt dans ce sens-là et qui ont permis de désamorcer ce qu'on appelle la désindustrialisation du pays, dans la mesure où on construit davantage d'usines et on a davantage d'emplois industriels. Donc, c'est-à-dire que cette politique fonctionne. Pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Effectivement, Nicolas Corato... Nicolas Corato... Ça coûte des milliards d'euros. Ces emplois coûtent des milliards d'euros. Nicolas Corato a raison de rappeler en disant à chaque fois à peu près le même truc, c'est-à-dire qu'on à peu près les mêmes remèdes en disant oui, on touche les plus précaires, etc. Mais on dépense 33% de notre budget en dépenses sociales et pour autant, on n'a jamais eu autant de pauvres dans notre pays, 14,4% qui sont sous le seuil de pauvreté. On n'a jamais eu autant de gens qui n'arrivaient pas à manger 2 à 3 repas par jour. Donc peut-être qu'il faudrait tester d'autres solutions qui nous permettraient de changer la politique économique. Pourquoi est-ce qu'on a des difficultés ? Notamment parce qu'on n'a pas beaucoup d'emplois dits manuels et qualifiés qui permettent de rapporter de l'argent. Or, la réindustrialisation du pays permettrait à beaucoup de personnes qui sont, dans le cas de Nicolas Corato, donc en difficulté, de pouvoir avoir des emplois alors qu'ils n'ont pas forcément de diplôme du secondaire et de l'enseignement supérieur, d'avoir un travail qui est bien qualifié et qui leur permet d'avoir un travail. Pour réindustrialiser le pays, il faut être compétitif. Sauf que pour ces personnes précaires-là, vous leur augmentez aussi le panier de courses. Oui, mais s'ils gagnent plus d'argent, c'est pas grave de payer plus d'impôts. Le problème, c'est qu'ils gagnent pas assez d'argent. Donc le premier point, c'est réindustrialiser le pays. Pour réindustrialiser le pays, la difficulté qu'on a est double. Le premier, c'est la compétitivité hors coût, mais ça reprendra des années, ça s'appelle l'innovation, la réglementation, débureaucratiser le pays, etc. Et l'autre point, c'est la compétitivité. Pour que la France soit compétitive, il faut baisser les taxes, parce que quand même la France est la championne du monde des taxes, et en plus il faut arrêter de faire peser des normes et des réglementations qui sont plus stupides les unes que les autres pour libérer le travail et encourager l'entrepreneuriat. C'est à ces conditions qu'on pourra relancer l'activité économique, et une fois qu'on relance l'activité économique, on relancera la course au plein emploi, ça permettra d'augmenter les salaires et que les personnes que vous avez citées puissent vivre de leur travail plutôt que de l'aide sociale. Et vous voyez William, la difficulté c'est qu'aujourd'hui on est en train d'anticiper une grave crise économique en France et en Europe. Oui. D'où vient cette crise économique ? Elle vient de l'arrêt de la consommation. Donc moi je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut réindustrialiser, qu'il faut miser sur l'innovation, sur l'éducation. Mais à très court terme, le problème macroéconomique que nous avons, c'est la panne de la consommation. Et donc je trouve assez irresponsable de la part du patron de nous dire aujourd'hui que la solution c'est d'augmenter la TVA, c'est-à-dire de réduire et de freiner encore un peu plus la consommation des ménages. Je précise que plusieurs sénateurs centristes, pour le coup pas de droite, étaient en faveur aussi d'une hausse de la TVA, et que Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, a dit que ce n'était pas du tout la position du gouvernement à ce stade, sujet donc ô combien explosif. Bon, vous avez vu, on a parlé de taxes, on a parlé de la popularité d'Emmanuel Macron, on est un 17 novembre, il fallait bien quand même qu'on revienne sur cet anniversaire. 6 ans après, les gilets jaunes sortis sur les ronds-points par détestation d'Emmanuel Macron et en même temps des taxes. Est-ce qu'ils peuvent revenir, William T ? Dans leur forme actuelle, je n'y crois pas. Par contre, on peut avoir ce qui reste sur le fond du mouvement des gilets jaunes. Pour moi, on s'est trompé sur le mouvement des gilets jaunes. Le mouvement des gilets jaunes repose sur le constat qui est le suivant. On est de plus en plus taxés, on a de moins en moins de loisirs
de revenus et de services publics. Pour une raison qui est simple, c'est parti, comme vous l'avez dit, sur la question des taxes sur le carburant. C'est-à-dire qu'on demande, on impose aux Français des injonctions qui sont contradictoires. On leur dit, prenez la voiture à essence, puis ensuite après, prenez la voiture à gasoil, puis finalement, vous n'avez rien compris, et maintenant, vous allez prendre la voiture électrique. Mais comment on fait pour prendre la voiture électrique si on n'a pas de borne électrique? Ça fait un moment qu'on ne dit plus aux Français de prendre la voiture à gasoil. Non, mais on a changé, et puis on a changé continuellement. Donc les Français ne comprennent pas les injonctions contradictoires. Deuxième point, ils avaient un problème, c'est que la France périphérique est la France qui touche le moins de revenus en termes de transferts sociaux et en termes de services publics. C'est-à-dire qu'on leur demande, parce que c'est ce qu'on appelle la France du travail, ils pèsent de plus en plus à travers les impôts sur le revenu, la CSG, les contributions sociales, etc. Pour autant, ils n'ont pas de retour équivalent en termes de services publics et se pose une question simple. On est de plus en plus taxés, on a de moins en moins de retour sur investissement. Où est-ce que part notre argent? Et peut-être qu'ils sont venus à Paris peut-être pour protester contre cet équilibre et cette construction française qui était centrée soit sur les métropoles et ses banlieues, soit vers d'autres territoires qui n'étaient peut-être pas les territoires privilégiés ou les plus défavorisés en France. Donc il pourrait revenir pour vous sous une autre forme. Mais pas sous la dénomination Gilets jaunes. Nicolas Corato. Oui, d'abord, est-ce que vous regrettez le mouvement des Gilets jaunes? Non, mais moi, je n'ai pas à regretter ou à apprécier. Je trouve que quand il y a un mouvement social, quel qu'il soit, c'est la marque aussi d'un dysfonctionnement majeur dans la démocratie. Donc c'est plutôt une forme de regret. Et mon plus grand regret, c'est que les causes sous-jacentes qui ont vu naître le mouvement des Gilets jaunes n'ont pas été traitées. C'est-à-dire que ce soit le déficit démocratique, et on l'a bien vu avec la dissolution, que ce soit le pouvoir d'achat, on vient d'en parler. Pardon, mais la dissolution, ça a amené les Français à revoter. On ne peut pas dire que c'est pas démocratique de dissoudre. C'était pas ça la question et la proposition, une des grandes propositions des Gilets jaunes. C'était plus de démocratie directe, plus de représentativité des Français. Et on ne peut pas dire que l'État dans lequel nous sommes aujourd'hui institutionnellement représente plus les Français. Est-ce que les gens qui étaient sur les ronds-points il y a quelques années se trouvent représentés par l'Assemblée nationale? Je ne suis pas sûr que vous voulez voir les vraies questions que se poseraient les Français en cas de démocratie directe, parce que si par cas vous posez des cas de démocratie directe, ils vous diront une question simple, c'est que le Rassemblement national est arrivé en tête. Donc ils vous diront une chose qui est simple, c'est-à-dire qu'ils voudront un référendum sur l'immigration. Et je ne suis pas sûr que vous voudrez un référendum sur l'immigration pour la démocratie directe. Je dis que ce sujet n'a pas été traité, et que alors que Emmanuel Macron s'était engagé à le traiter. Et puis le troisième sujet qui n'a pas été traité, c'est effectivement le décrochage de nos territoires, de la France périphérique, de la France des lotissements. Et donc avec les hausses de taxes qui de toute façon seront une réalité dans le prochain budget, quelle que soit la version qui sera adoptée finalement, est-ce qu'on ne va pas remettre les Français dans la rue? Écoutez, c'est la grande question qu'on doit se poser. Moi, je ne crois pas que les mouvements sociaux se répètent. Je crois qu'à chaque fois, ils prennent une autre forme. Et d'ailleurs, ils nous surprennent toujours parce qu'on n'arrive pas à en anticiper l'origine. Mais il y a une chose de sûre, c'est que aujourd'hui, les Français sont tétanisés par l'avenir, par l'obscurité qu'ils voient devant eux. Personne n'éclaire le chemin. Et je pense qu'à un moment, effectivement, cette peur, cette inquiétude, il faudra bien qu'elle s'exprime quelque part. En tout cas, vous répondez oui à cette question. Les Gilets jaunes peuvent-ils revenir? Oui, à 77%. C'est plutôt la France du travail, je pense, qui va partir parce que c'est eux qui sont taxés. Mais écoutez, on va en reparler, quoi qu'il en soit. Merci à tous les deux. Vous êtes 77% sur Twitter à penser que les Gilets jaunes peuvent revenir. Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, et William Tay, président du think tank Le Mille.